La cousine bête par Honoré de Balzac, partie 4 du livre audio. Le gros petit père Crevel, invité naturellement à la signature du contrat de mariage, s'y comporta comme si la scène par laquelle ce récit commence n'avait pas eu lieu, comme s'il n'avait aucun grief contre le baron Hulot. Célestin Crevel fut aimable, il fut toujours un peu trop ancien parfumeur. Mais il commençait à s'élever au majestueux à force d'être chef de bataillon. Il parla de danser à la noce. « Belle dame, dit-il gracieusement à la baronne Hulot, des gens comme nous savent tout oublier. Ne me bannissez pas de votre intérieur et daignez embellir quelquefois ma maison en y venant avec vos enfants. Soyez calme, je ne vous dirai jamais rien de ce qui gît au fond de mon cœur. Je m'y suis pris comme un imbécile, car je perdais trop à ne plus vous voir. »« Monsieur, une honnête femme n'a pas d'oreille pour les discours auxquels vous faites allusion. Et si vous tenez votre parole, vous ne devez pas douter du plaisir que j'aurai à voir cesser une division toujours affligeante dans les familles. »« Eh bien, gros boudeur, dit le baron Hulot en emmenant de force Crevel dans le jardin, tu m'évites partout, même dans ma maison. Est-ce que de vieux amateurs du beau sexe doivent se brouiller pour un jupon ? Allons, vraiment, c'est épicier. »« Monsieur, je ne suis pas aussi bel homme que vous, et mon peu de moyens de séduction m'empêche de réparer mes pertes aussi facilement que vous le faites. »« De l'ironie, répondit le baron. Elle est permise contre les vainqueurs quand on est vaincu. » Commencée sur ce ton, la conversation se termina par une réconciliation complète. Mais Crevel tint à bien constater son droit de prendre une revanche. Madame Marneffe voulut être invitée au mariage de mademoiselle Hulot. Pour voir sa future maîtresse dans son salon, le conseiller d'État fut obligé de prier les employés de sa division jusqu'au sous-chef inclusivement. Un grand bal devint alors nécessaire. En bonne ménagère, la baronne calcula qu'une soirée coûterait moins cher qu'un dîner et permettrait de recevoir plus de monde. Le mariage d'Hortense fit donc grand tapage. Le maréchal prince de Wissembourg et le baron de Nucingen du côté de la future, les comtes de Rastignac et Popinot du côté de Steinbock furent les témoins. Enfin, depuis la célébrité du comte de Steinbock, les plus illustres membres de l'émigration polonaise l'ayant recherché, l'artiste crut devoir les inviter. Le Conseil d'État, l'administration dont faisait partie le baron, l'armée, qui voulait honorer le comte de Pforzheim, allaient être représentés par leur sommité. On compta sur 200 invitations obligées. Qui ne comprendra pas, dès lors, l'intérêt de la petite madame Marneffe à apparaître dans toute sa gloire au milieu d'une pareille assemblée. Depuis un mois, la baronne consacrait le prix de ses diamants au ménage de sa fille, après en avoir gardé les plus beaux pour le trousseau. Cette vente produisit 15 000 francs, dont 5 000 furent absorbés par le trousseau d'Hortense. Qu'était-ce que 10 000 francs pour meubler l'appartement des jeunes mariés, si l'on songe aux exigences du luxe moderne? Mais monsieur et madame Hulot jeunes, le père Crevel et le comte de Pforzheim firent d'importants cadeaux, car le vieil oncle tenait en réserve une somme pour l'argenterie. Grâce à tant de secours, une Parisienne exigeante eût été satisfaite de l'installation du jeune ménage dans l'appartement qu'il avait choisi, rue Saint-Dominique, près de l'esplanade des Invalides. Tout y était en harmonie avec leur amour si pur, si franc, si sincère de part et d'autre. Enfin, le grand jour arriva, car ce devait être un aussi grand jour pour le père que pour Hortense et Wenceslas. Madame Marneffe avait décidé de pendre la crémaillère chez elle le lendemain de sa faute et du mariage des deux amoureux. Qui n'a pas, une fois en sa vie, assisté à un bal de noces? Chacun peut faire un appel à ses souvenirs et sourira, certes, en évoquant devant soi toutes ces personnes endimanchées, aussi bien par la physionomie que par la toilette de rigueur. Si jamais fait social a prouvé l'influence des milieux, n'est-ce pas celui-là? En effet, l'endimanchement des uns réagit si bien sur les autres que les gens les plus habitués à porter des habits convenables
ont l'air d'appartenir à la catégorie de ceux pour qui la noce est une fête comptée dans leur vie. Enfin, rappelez-vous ces gens graves, ces vieillards, à qui tout est tellement indifférent qu'ils ont gardé leurs habits noirs de tous les jours. Et les vieux mariés, dont la figure annonce la triste expérience de la vie que les jeunes commencent. Et les plaisirs qui sont là comme le gaz acide carbonique dans le vin de champagne. Et les jeunes filles envieuses, les femmes occupées du succès de leur toilette, et les parents pauvres dont la mise étriquée contraste avec les gens in fiocchi, et les gourmands qui ne pensent qu'au souper, et les joueurs à jouer. Tout est là, riches et pauvres, envieux et enviés, les philosophes et les gens à illusions, tous groupés comme les plantes d'une corbeille autour d'une fleur rare, la mariée. Un bal de noces, c'est le monde en raccourci. Au moment le plus animé, Crevel prit le baron par le bras et lui dit à l'oreille de l'air le plus naturel du monde. « Tudieu, quelle jolie femme que cette petite dame en rose qui te fusille de ses regards. »« Qui ? » ?»« La femme de ce sous-chef que tu pousses. Dieu sait comme. Madame Marneffe. »« Comment sais-tu cela ? » ?»« Tiens, Hulot, je tâcherai de te pardonner tes torts envers moi si tu veux me présenter chez elle, et moi je te recevrai chez Héloïse. Tout le monde demande qui est cette charmante créature. Es-tu sûr que personne de tes bureaux n'expliquera de quelle façon la nomination de son mari a été signée ? Oh, heureux coquin, elle vaut mieux qu'un bureau. Ah, je passerai bien à son bureau. Voyons, soyons amis. Sina. Plus que jamais, dit le baron au parfumeur, et je te promets d'être bon enfant. Dans un mois, je te ferai dîner avec ce petit ange-là, car nous en sommes aux anges, mon vieux camarade. Je te conseille de faire comme moi, de quitter les démons. La cousine Bette, installée rue Vaneau, dans un joli petit appartement au 3e étage, quitta le bal à 10 heures pour revenir voir les titres des 1200 francs de rente en 2 inscriptions. La nue propriété de l'une appartenait à la comtesse Steinbock et celle de l'autre à madame Hulot jeune. On comprend alors comment M. Crevel avait pu parler à son ami Hulot de madame Marneffe et connaître un secret ignoré de tout le monde. Car, M. Marneffe absent, la cousine Bette, le baron et Valérie étaient les seuls à savoir ce mystère. Le baron avait commis l'imprudence de faire présent à madame Marneffe d'une toilette beaucoup trop luxueuse pour la femme d'un sous-chef. Les autres femmes furent jalouses, et de la toilette, et de la beauté de Valérie. Il y eut des chuchotements sous les éventails, car la détresse des Marneffe avait occupé la division. L'employé sollicitait des secours au moment où le baron s'était amouraché de madame. D'ailleurs, Hector ne sut pas cacher son ivresse en voyant le succès de Valérie qui, décente, pleine de distinction, enviée, fut soumise à cet examen attentif que redoutent tant les femmes en entrant pour la première fois dans un monde nouveau. Après avoir mis sa femme, sa fille et son gendre en voiture, le baron trouva moyen de s'évader sans être aperçu, laissant à son fils et à sa belle-fille le soin de jouer le rôle des maîtres de la maison. Il monta dans la voiture de madame Marneffe et la reconduisit chez elle, mais il la trouva muette et songeuse, presque mélancolique. « Mon bonheur vous rend bien triste, Valérie, » dit-il en l'attirant à lui au fond de la voiture. « Comment, mon ami, ne voulez-vous pas qu'une pauvre femme ne soit pas toujours pensive en commettant sa première faute, même quand l'infamie de son mari lui rend la liberté ? Croyez-vous que je sois sans âme, sans croyance, sans religion ? Vous avez eu ce soir la joie la plus indiscrète, et vous m'avez odieusement affiché. Vraiment, un collégien aurait été moins fat que vous. Aussi, toutes ces dames m'ont-elles déchiré à grand renfort de yades et de mots piquants. Quelle est la femme qui ne tient pas à sa réputation ? Vous m'avez perdu. Ah, je suis bien à vous, allez. Et je n'ai plus, pour excuser cette faute, d'autre ressource que de vous être fidèle. Monstre, dit-elle en riant, et se laissant embrasser.
Vous saviez bien ce que vous faisiez. Madame Coquet, la femme de notre chef de bureau, est venue s'asseoir près de moi pour admirer mes dentelles. « C'est de l'Angleterre, a-t-elle dit. « Cela vous coûte-t-il cher, madame ?»« Je n'en sais rien, lui ai-je répliqué. Ces dentelles me viennent de ma mère. Je ne suis pas assez riche pour en acheter de pareilles. » Madame Marneffe avait fini, comme on voit, par tellement fasciner le vieux beau de l'Empire qu'il croyait lui faire commettre sa première faute et lui avoir inspiré assez de passion pour lui faire oublier tous ses devoirs. Elle se disait abandonnée par l'infâme Marneffe après 3 jours de mariage et par d'épouvantables motifs. Depuis, elle était restée la plus sage jeune fille et très heureuse, car le mariage lui paraissait une horrible chose. De là venait sa tristesse actuelle. « S'il en était de l'amour comme du mariage, dit-elle en pleurant. Ces coquets mensonges que débitent presque toutes les femmes dans la situation où se trouvait Valérie faisaient entrevoir au baron les roses du 7e ciel. Aussi Valérie fit-elle des façons, tandis que l'amoureux artiste et Hortense attendaient peut-être impatiemment que la baronne eût donné sa dernière bénédiction et son dernier baiser à la jeune fille. À 7 heures du matin, le baron, au comble du bonheur, car il avait trouvé la jeune fille la plus innocente et le diable le plus consommé dans sa Valérie, revint relever monsieur et madame Hulot jeunes de leur corvée. Ces danseurs et ces danseuses, presque étrangers à la maison et qui finissent par s'emparer du terrain à toutes les noces, se livraient à ces interminables dernières contredanses nommées des cotillons. Les joueurs de bouillotte étaient acharnés à leur table. Le père Crevel gagnait 6 000 francs. Les journaux, distribués par les porteurs, contenaient au fait Paris ce petit article. La célébration du mariage de monsieur le comte de Steinbock et de mademoiselle Hortense Hulot, fille du baron Hulot d'Ervy, conseiller d'État et directeur au ministère de la Guerre, nièce de l'illustre comte de Pforzheim, a eu lieu ce matin à Saint-Thomas d'Aquin. Cette solennité avait attiré beaucoup de monde. On remarquait dans l'assistance quelques-unes de nos célébrités artistiques. Léon de Lora, Joseph Bridau, Stidmann, Bixiou, les notabilités de l'administration de la guerre, du Conseil d'État et plusieurs membres des 2 chambres. Enfin, les sommités de l'émigration polonaise, les comtes Paz, Laginski, etc. Monsieur le comte Wenceslas de Steinbock est le petit-neveu du célèbre général de Charles XII, roi de Suède. Le jeune comte, ayant pris part à l'insurrection polonaise, est venu chercher un asile en France, où la juste célébrité de son talent lui a valu des lettres de petite naturalité. Ainsi, malgré la détresse effroyable du baron d'Hulot d'Ervy, rien de ce qu'exige l'opinion publique ne manqua, pas même la célébrité donnée par les journaux au mariage de sa fille, dont la célébration fut en tout point semblable à celui de Hulot fils avec mademoiselle Crevel. Cette fête atténua les propos qui se tenaient sur la situation financière du directeur, de même que la dot donnée à sa fille expliqua la nécessité où il s'était trouvé de recourir au crédit. Ici se termine en quelque sorte l'introduction de cette histoire. Ce récit est au drame qui le complète ce que sont les prémices à une proposition, ce qu'est toute exposition à toute tragédie classique. Quand, à Paris, une femme a résolu de faire métier et marchandise de sa beauté, ce n'est pas une raison pour qu'elle fasse fortune. On y rencontre d'admirables créatures, très spirituelles, dans une affreuse médiocrité, finissant très mal une vie commencée par les plaisirs. Voici pourquoi, se destiner à la carrière honteuse des courtisanes, avec l'intention d'en palper les avantages, tout en gardant la robe d'une honnête bourgeoise mariée, ne suffit pas. Le vice n'obtient pas facilement ses triomphes. Il a cette similitude avec le génie qu'ils exigent tous deux un concours de circonstances heureuses pour opérer le cumul de la fortune et du talent. Supprimer les phrases étranges de la Révolution, l'empereur n'existe plus. Il n'aurait plus été qu'une seconde édition de Faber. La beauté vénale, sans amateur, sans célébrité, sans la croix de déshonneur que lui valent des fortunes dissipées, c'est un Corrège dans un grenier. C'est le génie expirant dans sa mansarde. Une Laïs à Paris doit donc,
Avant tout, trouver un homme riche, qui se passionne assez pour lui donner son prix. Elle doit surtout conserver une grande élégance qui, pour elle, est une enseigne. Avoir d'assez bonnes manières pour flatter l'amour-propre des hommes. Posséder cet esprit à la Sophie Arnould qui réveille l'apathie des riches. Enfin, elle doit se faire désirer par les libertins en paraissant être fidèle à un seul, dont le bonheur est alors envié. Ces conditions, que ces sortes de femmes appellent la chance, se réalisent assez difficilement à Paris, quoique ce soit une ville pleine de millionnaires, de désœuvrés, de gens blasés et à fantaisie. La Providence a sans doute protégé fortement en ceci les ménages d'employés et la petite bourgeoisie, pour qui ces obstacles sont au moins doublés par le milieu dans lequel ils accomplissent leurs évolutions. Néanmoins, il se trouve encore assez de Madame Marneffe à Paris pour que Valérie doive figurer comme un type dans cette histoire des mœurs. De ces femmes, les unes obéissent à la fois à des passions vraies et à la nécessité, comme Madame Colville, qui fut pendant si longtemps attachée à l'un des plus célèbres orateurs du côté gauche, le banquier Keller. Les autres sont poussées par la vanité, comme Madame de la Baudraye, restée à peu près honnête malgré sa fuite avec Lousteau. Celles-ci sont entraînées par les exigences de la toilette, et celles-là par l'impossibilité de faire vivre un ménage avec des appointements évidemment trop faibles. La parcimonie de l'État ou des chambres, si vous voulez, cause bien des malheurs, engendre bien des corruptions. On s'apitoie en ce moment beaucoup sur le sort des classes ouvrières. On les présente comme égorgées par les fabricants, mais l'État est plus dur 100 fois que l'industriel le plus avide. Il pousse, en fait de traitement, l'économie jusqu'au non-sens. Travaillez beaucoup, l'industrie vous paye en raison de votre travail. Mais que donne l'État à tant d'obscurs et dévoués travailleurs ? Dévier du sentier de l'honneur est pour la femme mariée un crime inexcusable, mais il est des degrés dans cette situation. Quelques femmes, loin d'être dépravées, cachent leurs fautes et demeurent d'honnêtes femmes en apparence, comme les deux dont les aventures viennent d'être rappelées, tandis que certaines d'entre elles joignent à leurs fautes les ignominies de la spéculation. Madame Marneffe est donc, en quelque sorte, le type de ces ambitieuses courtisanes mariées qui, de prime abord, acceptent la dépravation dans toutes ses conséquences et qui sont décidées à faire fortune en s'amusant, sans scrupule sur les moyens. Mais elles ont presque toujours, comme Madame Marneffe, leur mari pour embaucheur et pour complice. Ces Machiavel en jupon sont les femmes les plus dangereuses. Et, de toutes les mauvaises espèces de Parisiennes, c'est la pire. Une vraie courtisane, comme les Josépha, les Schontz, les Malaga, les Jenny Cadine, etc., porte dans la franchise de sa situation un avertissement aussi lumineux que la lanterne rouge de la prostitution, ou que les quinquets du 30 et 40. Un homme sait alors qu'il s'en va là de sa ruine, mais la doucereuse honnêteté, mais les semblants de vertu, mais les façons hypocrites d'une femme mariée qui ne laisse jamais voir que les besoins vulgaires d'un ménage et qui se refuse en apparence aux folies, entraînent à des ruines sans éclat, et qui sont d'autant plus singulières qu'on les excuse en ne se les expliquant point. C'est l'ignoble livre de dépenses, et non la joyeuse fantaisie qui dévore des fortunes. Un père de famille se ruine sans gloire, et la grande consolation de la vanité satisfaite lui manque dans la misère. Cette tirade ira comme une flèche au cœur de bien des familles. On voit des Madame Marneffe à tous les étages de l'état social, et même au milieu des cours. Car Valérie est une triste réalité, moulée sur le vif dans ses plus légers détails. Malheureusement, ce portrait ne corrigera personne de la manie d'aimer des anges au doux sourire, à l'air rêveur, à figure candide, dont le cœur est un coffre-fort. Environ 3 ans après le mariage d'Hortense, en 1841, le baron Hulot d'Ervy passait pour s'être rangé, pour avoir dételé, selon l'expression du premier chirurgien de Louis XV,
et madame Marneffe lui coûtait cependant 2 fois plus que ne lui avait coûté Josépha. Mais Valérie, quoique toujours bien mise, affectait la simplicité d'une femme mariée à un sous-chef. Elle gardait son luxe pour ses robes de chambre, pour sa tenue à la maison. Elle faisait ainsi le sacrifice de ses vanités de Parisienne à son Hector chéri. Néanmoins, quand elle allait au spectacle, elle s'y montrait toujours avec un joli chapeau, dans une toilette de la dernière élégance. Le baron l'y conduisait en voiture, dans une loge choisie. L'appartement, qui occupait rue Vaneau tout le second étage d'un hôtel moderne, sise, entre cour et jardin, respirait l'honnêteté. Le luxe consistait en perces tendues, en beaux meubles bien commodes. La chambre à coucher, par exception, offrait les profusions étalées par les Jenny Cadine et les Schantz. C'étaient des rideaux en dentelle, des cachemires, des portières en brocart, une garniture de cheminée dont les modèles avaient été faits par Steedman, un petit Dunkerque encombré de merveilles. Hulot n'avait pas voulu voir sa Valérie dans un nid inférieur en magnificence au bourbier d'or et de perles d'une Josépha. Les 2 pièces principales, le salon et la salle à manger, avaient été meublées, l'une en damas rouge et l'autre en bois de chêne sculpté. Mais, entraîné par le désir de mettre tout en harmonie, au bout de 6 mois, le baron avait ajouté le luxe solide au luxe éphémère, en offrant de grandes valeurs mobilières, comme par exemple une argenterie dont la facture dépassait 24 000 francs. La maison de madame Marneffe acquit en 2 ans la réputation d'être très agréable. On y jouait. Valérie elle-même fut promptement signalée comme une femme aimable et spirituelle. On répandit le bruit, pour justifier son changement de situation, d'un immense legs que son père naturel, le maréchal Montcornet, lui avait transmis par un fidéicommis. Dans une pensée d'avenir, Valérie avait ajouté l'hypocrisie religieuse à son hypocrisie sociale. Exacte aux offices le dimanche, elle eut tous les honneurs de la piété. Elle quêta, devint dame de charité, rendit le pain béni, et fit quelques biens dans le quartier, le tout aux dépens d'Hector. Tout chez elle se passait donc convenablement. Aussi beaucoup de gens affirmaient-ils la pureté de ses relations avec le baron, en objectant l'âge du conseiller d'État, à qui l'on prêtait un goût platonique pour la gentillesse d'esprit, le charme des manières, la conversation de madame Marneffe, à peu près pareil à celui de feu Louis XVIII pour les billets bien tournés. Le baron se retirait vers minuit avec tout le monde et rentrait un quart d'heure après. Le secret de ce secret profond, le voici. Les portiers de la maison étaient monsieur et madame Olivier, qui, par la protection du baron, ami du propriétaire en quête d'un concierge, avaient passé de leur loge obscure et peu lucrative de la rue du Doyenné dans la productive et magnifique loge de la rue Vaneau. Or, madame Olivier, ancienne lingère de la maison de Charles X et tombée de cette position avec la monarchie légitime, avait 3 enfants. L'aîné, déjà petit clerc de notaire, était l'objet de l'adoration des époux Olivier. Ce Benjamin, menacé d'être soldat pendant 6 ans, allait voir sa brillante carrière interrompue lorsque madame Marneffe le fit exempter du service militaire pour un de ces vices de conformation que les conseils de révision savent découvrir quand ils en sont priés à l'oreille par quelque puissance ministérielle. Olivier, ancien piqueur de Charles X, et son épouse auraient donc remis Jésus en croix pour le baron Hulot et pour madame Marneffe. Que pouvait dire le monde à qui l'antécédent du Brésilien, M. Montes de Montejanos, était inconnu? Rien. Le monde est d'ailleurs plein d'indulgence pour la maîtresse d'un salon où l'on s'amuse. Madame Marneffe ajoutait enfin à tous ces agréments l'avantage bien prisé d'être une puissance occulte. Ainsi, Claude Vignon, devenu secrétaire du maréchal prince de Wissembourg, et qui rêvait d'appartenir au Conseil d'État en qualité de maître des requêtes, était un habitué de ce salon, où vinrent quelques députés bons enfants et joueurs. La société de madame Marneffe s'était composée avec une sage lenteur. Les agrégations ne s'y formaient qu'entre gens d'opinion et de mœurs conformes,
intéressée à se soutenir, à proclamer les mérites infinis de la maîtresse de la maison. Le compérage, retenez cet axiome, est la vraie Sainte Alliance à Paris. Les intérêts finissent toujours par se diviser. Les gens vicieux s'entendent toujours. Dès le 3e mois de son installation rue Vaneau, Madame Marneffe avait reçu M. Crevel, devenu tout aussitôt maire de son arrondissement et officier de la Légion d'honneur. Crevel hésita longtemps. Il s'agissait de quitter ce célèbre uniforme de garde nationale dans lequel il se pavanait aux Tuileries, en se croyant aussi militaire que l'empereur. Mais l'ambition, conseillée par Madame Marneffe, fut plus forte que la vanité. Monsieur le maire avait jugé ses liaisons avec mademoiselle Héloïse Bristoux comme tout à fait incompatibles avec son attitude politique. Longtemps, avant son avènement au trône bourgeois de la mairie, ces galanteries furent enveloppées d'un profond mystère. Mais Crevel, comme on le devine, avait payé le droit de prendre, aussi souvent qu'il le pourrait, sa revanche de l'enlèvement de Josépha par une inscription de 6 000 francs de rente au nom de Valérie Fortin, épouse séparée de biens du sieur Marneffe. Valérie, douée peut-être par sa mère du génie particulier à la femme entretenue, devina d'un seul coup d'œil le caractère de cet adorateur grotesque. Ce mot « je n'ai jamais eu de femme du monde » dit par Crevel à Lisbeth et rapporté par Lisbeth à sa chère Valérie, avait été largement escompté dans la transaction à laquelle elle dut ses 6 000 francs de rente en 5%. Depuis, elle n'avait jamais laissé diminuer son prestige aux yeux de l'ancien commis-voyageur de César Birotteau. Crevel avait fait un mariage d'argent en épousant la fille d'un meunier de l'Abri, fille unique d'ailleurs, et dont les héritages entraient pour les 3/4 dans sa fortune, car les détaillants s'enrichissent, la plupart du temps, moins par les affaires que par l'alliance de la boutique et de l'économie rurale. Un grand nombre des fermiers, des meuniers, des nourrisseurs, des cultivateurs aux environs de Paris rêvent pour leurs filles les gloires du comptoir et voient dans un détaillant, dans un bijoutier, dans un changeur, un gendre beaucoup plus selon leur cœur qu'un notaire ou qu'un avoué dont l'élévation sociale les inquiète. Ils ont peur d'être méprisés, plus tard, par ces sommités de la bourgeoisie. Madame Crevel, femme assez laide, très vulgaire et sotte, morte à temps, n'avait pas donné d'autre plaisir à son mari que ceux de la paternité. Or, au début de sa carrière commerciale, ce libertin, enchaîné par les devoirs de son état et contenu par l'indigence, avait joué le rôle de Tantale. En rapport, selon son expression, avec les femmes les plus comme il faut de Paris, il les reconduisait avec des salutations de boutiquier en admirant leur grâce, leur façon de porter les modes et tous les effets innommés de ce qu'on appelle la race. S'élever jusqu'à l'une de ces fées de salon était un désir conçu depuis sa jeunesse et comprimé dans son cœur. Obtenir les faveurs de Madame Marneffe fut donc non seulement pour lui l'animation de sa chimère, mais encore une affaire d'orgueil, de vanité, d'amour-propre, comme on l'a vu. Son ambition s'accrut par le succès. Il éprouva d'énormes jouissances de tête, et lorsque la tête est prise, le cœur s'en ressent, le bonheur décuple. Madame Marneffe présenta d'ailleurs à Crevel des recherches qu'il ne soupçonnait pas, car ni Josépha ni Héloïse ne l'avaient aimé, tandis que Madame Marneffe jugea nécessaire de bien tromper cet homme en qui elle voyait une caisse éternelle. Les tromperies de l'amour vénal sont plus charmantes que la réalité. L'amour vrai comporte des querelles de moineaux où l'on se blesse au vif, mais la querelle pour rire est, au contraire, une caresse faite à l'amour-propre de la dupe. Ainsi, la rareté des entrevues maintenait chez Crevel le désir à l'état de passion. Il s'y heurtait toujours contre la dureté vertueuse de Valérie qui jouait le remords, qui parlait de ce que son père devait penser d'elle dans le paradis des braves. Il avait à vaincre une espèce de froideur de laquelle la fine commère lui faisait croire qu'il triomphait. Elle paraissait céder à la passion folle de ce bourgeois. Mais elle reprenait, comme honteuse,
son orgueil de femme décente et ses airs de vertu, ni plus ni moins qu'une Anglaise, et aplatissait toujours son Crevel sous le poids de sa dignité, car Crevel l'avait de prime abord avalée vertueuse. Enfin, Valérie possédait des spécialités de tendresse qui la rendaient indispensable à Crevel aussi bien qu'au baron. En présence du monde, elle offrait la réunion enchanteresse de la candeur pudique et rêveuse, de la décence irréprochable et de l'esprit rehaussé par la gentillesse, par la grâce, par les manières de la créole. Mais dans le tête-à-tête, elle dépassait les courtisanes. Elle y était drôle, amusante, fertile en inventions nouvelles. Ce contraste plaît énormément à l'individu du genre Crevel. Il est flatté d'être l'unique auteur de cette comédie. Il la croit jouée à son seul profit, et il rit de cette délicieuse hypocrisie en admirant la comédienne. Valérie s'était admirablement approprié le baron Hulot. Elle l'avait obligé à vieillir par une de ces flatteries fines qui peuvent servir à peindre l'esprit diabolique de ces sortes de femmes. Chez les organisations privilégiées arrive un moment où, comme une place assiégée qui fait longtemps bonne contenance, la situation vraie se déclare. En prévoyant la dissolution prochaine du beau de l'Empire, Valérie jugea nécessaire de la hâter. « Pourquoi te gênes-tu, mon vieux grognard ?» lui dit-elle 6 mois après leur mariage clandestin et doublement adultère. « Aurais-tu donc des prétentions ? Voudrais-tu m'être infidèle ? Moi, je te trouverais bien mieux si tu ne te fardes plus. Fais-moi le sacrifice de tes grasses postiches. Crois-tu que ces 2 sous de vernis mis à tes bottes, ta ceinture en caoutchouc, ton gilet de force et ton faux toupet que j'aime en toi ? D'ailleurs, plus tu seras vieux, moins j'aurai peur de me voir enlever mon hulot par une rivale. » Croyant donc à l'amitié divine autant qu'à l'amour de madame Marneffe avec laquelle il comptait finir sa vie, le conseiller d'État avait suivi ce conseil privé en cessant de se teindre les favoris et les cheveux. Après avoir reçu de Valérie cette touchante déclaration, le grand et bel Hector se montra tout blanc un beau matin. Madame Marneffe prouva facilement à son cher Hector qu'elle avait 100 fois vu la ligne blanche formée par la pousse des cheveux. « Les cheveux blancs vont admirablement à votre figure, dit-elle en le voyant. Ils l'adoucissent. Vous êtes infiniment mieux. Vous êtes charmant. » Enfin, le baron, une fois lancé dans ce chemin, ôta son gilet de peau, son corset. Il se débarrassa de toutes ses bricoles. Le ventre tomba, l'obésité se déclara. Le chêne devint une tour, et la pesanteur des mouvements fut d'autant plus effrayante que le baron vieillissait prodigieusement en jouant le rôle de Louis XII. Les sourcils restèrent noirs et rappelèrent vaguement le bel Hulot, comme dans quelques pans de murs féodaux, un léger détail de sculpture demeure pour faire apercevoir ce que fut le château dans son beau temps. Cette discordance rendait le regard, vif et jeune encore, d'autant plus singulier dans ce visage bistré que, là où pendant si longtemps fleurirent des tons de chair à la Rubens, on voyait, par certaines meurtrissures aidant le sillon tendu de la ride, les efforts d'une passion en rébellion avec la nature. Hulot fut alors une de ces belles ruines humaines où la virilité ressort par des espèces de buissons aux oreilles, au nez, aux doigts, en produisant l'effet des mousses poussées sur les monuments presque éternels de l'Empire romain. Comment Valérie avait-elle pu maintenir Crevel et Hulot côte à côte chez elle, alors que le vindicatif chef de bataillon voulait triompher bruyamment de Hulot ? Sans répondre immédiatement à cette question, qui sera résolue par le drame, on peut faire observer que Lisbeth et Valérie avaient inventé à elles deux une prodigieuse machine dont le jeu puissant aidait à ce résultat. Marneffe, en voyant sa femme embellie par le milieu dans lequel elle trônait, comme le soleil d'un système sidéral, paraissait, aux yeux du monde, avoir senti ses feux se rallumer pour elle. Il en était devenu fou. Si cette jalousie faisait du sieur Marneffe un trouble fait, elle donnait un prix extraordinaire aux faveurs de Valérie. Marneffe témoignait néanmoins une confiance à son directeur, qui dégénérait en une débonnaire presque ridicule.
Le seul personnage qui l'offusqua était précisément Crevel. Marneffe, détruit par ces débauches particulières aux grandes capitales, décrites par les poètes romains, et pour lesquelles notre pudeur moderne n'a point de nom, était devenu hideux comme une figure anatomique, en cire. Mais cette maladie ambulante, vêtue de beaux draps, balançait ses jambes en échalas dans un élégant pantalon. Cette poitrine desséchée se parfumait de linge blanc et le musc éteignait les fétides senteurs de la pourriture humaine. Cette laideur du vice, expirant et chaussée en talons rouges, car Valérie avait mis Marneffe en harmonie avec sa fortune, avec sa croix, avec sa place, épouvantait Crevel, qui ne soutenait pas facilement le regard des yeux blancs du sous-chef. Marneffe était le cauchemar du maire. En s'apercevant du singulier pouvoir que Lisbeth et sa femme lui avaient conféré, ce mauvais drôle s'en amusait. Il en jouait comme d'un instrument, et les cartes de salon étant la dernière ressource de cette âme aussi usée que le corps, il plumait Crevel, qui se croyait obligé de filer doux avec le respectable fonctionnaire qu'il trompait. En voyant Crevel, si petit garçon, avec cette hideuse et infâme momie, dont la corruption était, pour le maire, lettre close, en le voyant surtout si profondément méprisé par Valérie, qui riait de Crevel comme on rit d'un bouffon, vraisemblablement, le baron se croyait tellement à l'abri de toute rivalité qu'il l'invitait constamment à dîner. Valérie, protégée par ses deux passions en sentinelle à ses côtés et par un mari jaloux, attirait tous les regards, excitait tous les désirs, dans le cercle où elle rayonnait. Ainsi, tout en gardant les apparences, elle était arrivée, en 3 ans environ, à réaliser les conditions les plus difficiles du succès que cherchent les courtisanes, et qu'elles accomplissent si rarement, aidées par le scandale, par leur audace et par l'éclat de leur vie au soleil. Comme un diamant bien taillé que Chanor aurait délicieusement serti, la beauté de Valérie, naguère enfouie dans la mine de la rue du Doyenné, valait plus que sa valeur. Elle faisait des malheureux. Claude Vignon aimait Valérie en secret. Cette explication rétrospective, assez nécessaire quand on revoit les gens à 3 ans d'intervalle, est comme le bilan de Valérie. Voici maintenant celui de son associée Lisbeth. La cousine Bette occupait dans la maison Marneffe la position d'une parente qui aurait cumulé les fonctions de dame de compagnie et de femme de charge. Mais elle ignorait les doubles humiliations qui, la plupart du temps, affligent les créatures assez malheureuses pour accepter ces positions ambiguës. Lisbeth et Valérie offraient le touchant spectacle d'une de ces amitiés si vives et si peu probables entre femmes que les Parisiens, toujours trop spirituels, les calomnient aussitôt. Le contraste de la mâle et sèche nature de la Lorraine avec la jolie nature créole de Valérie servit la calomnie. Madame Marneffe avait d'ailleurs, sans le savoir, donné du poids au commérage par le soin qu'elle prit de son amie, dans un intérêt matrimonial qui devait, comme on va le voir, rendre complète la vengeance de Lisbeth. Une immense révolution s'était accomplie chez la cousine Bette. Valérie, qui voulut l'habiller, en avait tiré le plus grand parti. Cette singulière fille, maintenant soumise au corset, faisait fine taille, consommait de la bandoline pour sa chevelure lissée, acceptait ses robes telles que les lui livrait la couturière, portait des brodequins de soie et des bas de soie gris, d'ailleurs compris par les fournisseurs dans les mémoires de Valérie, et payés par qui de droit. Ainsi, restaurée, toujours en cachemire jaune, Bette eût été méconnaissable à qui l'eût revue après ces 3 années. Cet autre diamant noir, le plus rare des diamants, taillé par une main habile et monté dans le chaton qui lui convenait, était apprécié par quelques employés ambitieux à toute sa valeur. Qui voyait la Bette pour la première fois frémissait involontairement à l'aspect de la sauvage poésie que l'habile Valérie avait su mettre en relief en cultivant par la toilette cette nonne sanglante, en encadrant avec art, par des bandeaux épais, cette sèche figure olivâtre où brillaient des yeux d'un noir assorti à celui de la chevelure, en faisant valoir cette taille inflexible.
Bête, comme une vierge de Cranach et de Van Eyck, comme une vierge byzantine, sortie de leur cadre, gardait la roideur, la correction de ces figures mystérieuses, cousines germaines des Isis et des divinités mises en gaine par les sculpteurs égyptiens. C'était du granit, du basalte, du porphyre qui marchait. À l'abri du besoin pour le reste de ses jours, la bête était d'une humeur charmante. Elle apportait avec elle la gaieté partout où elle allait dîner. Le baron payait d'ailleurs le loyer du petit appartement meublé. Comme on le sait, de la défroque du boudoir et de la chambre de son amie Valérie. « Après avoir commencé, disait-elle, la vie en vraie chèvre affamée, je la finis en lionne. » Elle continuait à confectionner les ouvrages les plus difficiles de la passementerie pour M. Rivet, seulement afin, disait-elle, de ne pas perdre son temps. Et cependant sa vie était, comme on va le voir, excessivement occupée. Mais il est dans l'esprit des gens venus de la campagne de ne jamais abandonner le gagne-pain. Il ressemble aux Juifs en ceci. Tous les matins, la cousine Bette allait elle-même à la grande halle, au petit jour, avec la cuisinière. Dans le plan de la Bette, le livre de dépenses, qui ruinait le baron Hulot, devait enrichir sa chère Valérie, et l'enrichissait effectivement. Quelle est la maîtresse de maison qui n'a pas, depuis 1838, éprouvé les funestes résultats des doctrines antisociales répandues dans les classes inférieures par des écrivains incendiaires ? Dans tous les ménages, la plaie des domestiques est aujourd'hui la plus vive de toutes les plaies financières. À de très rares exceptions près, et qui mériteraient le prix Monthyon, un cuisinier et une cuisinière sont des voleurs domestiques, des voleurs gagés, effrontés, de qui le gouvernement s'est complaisamment fait le receleur, en développant ainsi la pente au vol, presque autorisée chez les cuisinières par l'antique plaisanterie sur l'anse du panier. Là où ces femmes cherchaient autrefois 40 sous pour leur mise à la loterie, elles prennent aujourd'hui 50 francs pour la caisse d'épargne. Et les froids puritains qui s'amusent à faire en France des expériences philanthropiques croient avoir moralisé le peuple. Entre la table des maîtres et le marché, les gens ont établi leur octroi secret, et la ville de Paris n'est pas si habile à percevoir ses droits d'entrée qu'ils le sont à prélever les leurs sur toute chose. Outre les 50% dont ils grèvent les provisions de bouche, ils exigent de fortes étrennes des fournisseurs. Les marchands les plus haut placés tremblent devant cette puissance occulte. Ils la soldent, sans mot dire, tous, carrossiers, bijoutiers, tailleurs, etc. À qui tente de les surveiller, les domestiques répondent par des insolences ou par les bêtises coûteuses d'une feinte maladresse. Ils prennent aujourd'hui des renseignements sur les maîtres, comme autrefois les maîtres en prenaient sur eux. Le mal, arrivé véritablement au comble, et contre lequel les tribunaux commencent à sévir, mais en vain, ne peut disparaître que par une loi qui astreindra les domestiques à gages au livret de l'ouvrier. Le mal cesserait alors, comme par enchantement. Tout domestique étant tenu de produire son livret, et les maîtres étant obligés d'y consigner les causes du renvoi, la démoralisation rencontrerait certainement un frein puissant. Les gens occupés de la haute politique du moment ignorent jusqu'où va la dépravation des classes inférieures à Paris. Elle est égale à la jalousie qui les dévore. La statistique est muette sur le nombre effrayant d'ouvriers de 20 ans qui épousent des cuisinières de 40 et de 50 ans enrichies par le vol. On frémit en pensant aux suites d'unions pareilles, au triple point de vue de la criminalité, de l'abâtardissement, de la race et des mauvais ménages. Quant au mal purement financier produit par les vols domestiques, il est énorme au point de vue politique. La vie ainsi renchérie du double interdit le superflu dans beaucoup de ménages. Le superflu, c'est la moitié du commerce des États, comme il est l'élégance de la vie. Les livres, les fleurs sont aussi nécessaires que le pain à beaucoup de gens. Élisabeth, à qui cette affreuse plaie des maisons parisiennes était connue, pensait à diriger le ménage de Valérie, en lui promettant son appui dans la scène terrible où toutes deux elles s'étaient jurées d'être comme deux sœurs.
Donc elle avait attiré, du fond des Vosges, une parente du côté maternel, ancienne cuisinière de l'évêque de Nancy, vieille fille pieuse et d'une excessive probité. Craignant néanmoins son inexpérience à Paris, et surtout les mauvais conseils, qui gâtent tant de ses loyautés si fragiles, Lisbeth accompagnait Mathurine à la grande halle et tâchait de l'habituer à savoir acheter, connaître le véritable prix des choses pour obtenir le respect du vendeur, manger des mets sans actualité, comme le poisson par exemple, quand ils ne sont pas chers, être au courant de la valeur des comestibles et en pressentir la hausse pour acheter en baisse, cet esprit de ménagère est, à Paris, le plus nécessaire à l'économie domestique. Comme Mathurine touchait de bons gages, qu'on l'accablait de cadeaux, elle aimait assez la maison pour être heureuse des bons marchés. Aussi, depuis quelque temps, rivalisait-elle avec Lisbeth, qui la trouvait assez formée, assez sûre, pour ne plus aller à la halle que les jours où Valérie avait du monde, ce qui, par parenthèse, arrivait assez souvent. Voici pourquoi. Le baron avait commencé par garder le plus strict décorum, mais sa passion pour madame Marneffe était en peu de temps devenue si vive, si avide, qu'il désira la quitter le moins possible. Après y avoir dîné 4 fois par semaine, il trouva charmant d'y manger tous les jours. 6 mois après le mariage de sa fille, il donna 2000 francs par mois à titre de pension. Madame Marneffe invitait les personnes que son cher baron désirait traiter. D'ailleurs, le dîner était toujours fait pour 6 personnes. Le baron pouvait en amener 3 à l'improviste. Lisbeth réalisa, par son économie, le problème extraordinaire d'entretenir splendidement cette table pour la somme de 1000 francs et donner 1000 francs par mois à madame Marneffe. La toilette de Valérie étant payée largement par Crevel et par le baron, les 2 amis trouvaient encore un billet de 1000 francs par mois sur cette dépense. Aussi, cette femme si pure, si candide, possédait-elle alors environ 150 000 francs d'économie. Elle avait accumulé ses rentes et ses bénéfices mensuels en les capitalisant et les grossissant de gains énormes dus à la générosité avec laquelle Crevel faisait participer le capital de sa petite duchesse au bonheur de ses opérations financières. Crevel avait initié Valérie à l'argot et aux spéculations de la bourse, et, comme toutes les Parisiennes, elle était promptement devenue plus forte que son maître. Lisbeth, qui ne dépensait pas 1 liard de ses 1200 francs, dont le loyer et la toilette étaient payés, qui ne sortait pas un sou de sa poche, possédait également un petit capital de 5 à 6 000 francs que Crevel lui faisait paternellement valoir. L'amour du baron et celui de Crevel étaient néanmoins une rude charge pour Valérie. Le jour où le récit de ce drame recommence, excité par l'un de ces événements qui font dans la vie l'office de la cloche au cou de laquelle s'amassent les essaims, Valérie était montée chez Lisbeth pour s'y livrer à ses bonnes élégies, longuement parlées, espèce de cigarettes fumées à coups de langue, par lesquelles les femmes endorment les petites misères de leur vie. « Lisbeth, mon amour, ce matin, 2 heures de Crevel à faire. C'est bien assommant. Oh, comme je voudrais pouvoir t'y envoyer à ma place. » « Malheureusement, cela ne se peut pas, dit Lisbeth en souriant. Je mourrais vierge. Être à ces 2 vieillards, il y a des moments où j'ai honte de moi. Ah, si ma pauvre mère me voyait. Tu me prends pour Crevel, répondit Lisbeth. Dis-moi, ma chère petite bête, que tu ne me méprises pas. Ah, si j'étais jolie, en aurais-je eu des aventures, s'écria Lisbeth. Te voilà justifiée. Mais tu n'aurais écouté que ton cœur, dit madame Marneffe en soupirant. Bah, répondit Lisbeth, Marneffe est un mort qu'on a oublié d'enterrer. Le baron est comme ton mari, Crevel est ton adorateur. Je te vois, comme toutes les femmes, parfaitement en règle. Non, ce n'est pas là, chère adorable fille, d'où vient la douleur. Tu ne veux pas m'entendre. Oh si, s'écria la Lorraine, car le sous-entendu fait partie de ma vengeance. Que veux-tu? J'y travaille. Aimer Venceslas à en maigrir et ne pouvoir réussir à le voir, dit Valérie en se détirant les bras. Hulot lui propose de venir dîner ici. Mon artiste refuse. Il ne se sait pas idolâtrer, ce monstre d'homme. Qu'est-ce que sa femme? De la jolie chair.
Oui, elle est belle, mais moi, je me sens... Je suis pire. Sois tranquille, ma petite fille. Il viendra, dit Lisbeth, du ton dont parlent les nourrices aux enfants qui s'impatientent. Je le veux. Mais quand? Peut-être cette semaine. Laisse-moi t'embrasser. Comme on le voit, ces deux femmes n'en faisaient qu'une. Toutes les actions de Valérie, même les plus étourdies, ses plaisirs, ses bouderies, se décidaient après de mûres délibérations entre elles. Lisbeth, étrangement émue de cette vie de courtisane, conseillait Valérie en tout et poursuivait le cours de ses vengeances avec une impitoyable logique. Elle adorait d'ailleurs Valérie, elle en avait fait sa fille, son amie, son amour. Elle trouvait en elle l'obéissance des créoles, la mollesse de la voluptueuse. Elle babillait avec elle tous les matins avec bien plus de plaisir qu'avec Venceslas. Elle pouvait rire de leur commune malice, de la sottise des hommes, et recompter ensemble les intérêts grossissants de leurs trésors respectifs. Lisbeth avait d'ailleurs rencontré, dans son entreprise et dans son amitié nouvelle, une pâture à son activité bien autrement abondante que dans son amour insensé pour Venceslas. Les jouissances de la haine satisfaite sont les plus ardentes, les plus fortes au cœur. L'amour est en quelque sorte l'or, et la haine est le fer de cette mine à sentiments qui gît en nous. Enfin, Valérie offrait, dans toute sa gloire, à Lisbeth cette beauté qu'elle adorait, comme on adore tout ce qu'on ne possède pas, beauté bien plus maniable que celle de Venceslas, qui, pour elle, avait toujours été froid et insensible. Après bientôt 3 ans, Lisbeth commençait à voir les progrès de la sape souterraine à laquelle elle consumait sa vie et dévouait son intelligence. Lisbeth pensait, Madame Marneffe agissait. Madame Marneffe était la hache, Lisbeth était la main qui la manie, et la main démolissait, à coups pressés, cette famille qui, de jour en jour, lui devenait plus odieuse, car on hait de plus en plus, comme on aime tous les jours davantage, quand on aime. L'amour et la haine sont des sentiments qui s'alimentent par eux-mêmes. Mais, des deux, la haine a la vie la plus longue. L'amour a pour borne des forces limitées. Il tient ses pouvoirs de la vie et de la prodigalité. La haine ressemble à la mort, à l'avarice. Elle est, en quelque sorte, une abstraction active au-dessus des êtres et des choses. Lisbeth, entrée dans l'existence qui lui était propre, y déployait toutes ses facultés. Elle régnait à la manière des jésuites, en puissance occulte. Aussi, la dégénérescence de sa personne était-elle complète. Sa figure resplendissait. Lisbeth rêvait d'être Madame, la maréchale Hulot. Cette scène, où les deux amies se disaient crûment leurs moindres pensées sans prendre de détour dans l'expression, avait lieu précisément au retour de la halle, où Lisbeth était allée préparer les éléments d'un dîner fin. Marneffe, qui convoitait la place de M. Coquet, le recevait avec la vertueuse Madame Coquet, et Valérie espérait faire traiter de la démission du chef de bureau par Hulot le soir même. Lisbeth s'habillait pour se rendre chez la baronne où elle dînait. « Tu nous reviendras pour servir le thé, ma bête, » dit Valérie. « Je l'espère. »« Comment tu l'espères? En serais-tu venue à coucher avec Adeline pour boire ses larmes pendant qu'elle dort ?»« Si cela se pouvait, » répondit Lisbeth en riant, « je ne dirais pas non. Elle expie son bonheur. Je suis heureuse, je me souviens de mon enfance. Chacun son tour. Elle sera dans la boue et moi, je serai comtesse de Pforzheim. » Lisbeth se dirigea vers la rue Plumet, où elle allait depuis quelque temps, comme on va au spectacle, pour s'y repaître d'émotion. L'appartement choisi par Hulot pour sa femme consistait en une grande et vaste antichambre, un salon et une chambre à coucher avec cabinet de toilette. La salle à manger était latéralement contiguë au salon. 2 chambres de domestiques et une cuisine, située au 3e étage, complétaient ce logement, digne encore d'un conseiller d'État, directeur à la guerre. L'hôtel,
la cour et l'escalier étaient majestueux. La baronne, obligée de meubler son salon, sa chambre et la salle à manger avec les reliques de sa splendeur, avait pris le meilleur dans les débris de l'hôtel, rue de l'Université. La pauvre femme aimait d'ailleurs ces muets témoins de son bonheur qui, pour elle, avaient une éloquence quasi consolante. Elle entrevoyait dans ses souvenirs des fleurs comme elle voyait sur ses tapis des rosaces à peine visibles pour les autres. En entrant dans la vaste antichambre où 12 chaises, un baromètre et un grand poêle, de longs rideaux en calicot blanc bordés de rouge, rappelaient les affreuses antichambres des ministères, le cœur se serrait. On pressentait la solitude dans laquelle vivait cette femme. La douleur, de même que le plaisir, se fait une atmosphère. Au premier coup d'œil jeté sur un intérieur, on sait qui y règne, de l'amour ou du désespoir. On trouvait Adeline dans une immense chambre à coucher, meublée des beaux meubles de Jacob Desmalter, en acajou moucheté, garnis des ornements de l'Empire. Ces bronzes qui ont trouvé le moyen d'être plus froids que les cuivres de Louis XVI. Et l'on frissonnait en voyant cette femme assise sur un fauteuil romain, devant les sphinx d'une travailleuse, ayant perdu ses couleurs, affectant une gaieté menteuse, conservant son air impérial, comme elle savait conserver la robe de velours bleu qu'elle mettait chez elle. Cette âme fière soutenait le corps et maintenait la beauté. La baronne, à la fin de la première année de son exil dans cet appartement, avait mesuré le malheur dans toute son étendue. « En me reléguant là, mon Hector m'a fait la vie encore plus belle qu'elle ne devait l'être pour une simple paysanne, » se dit-elle. « Il me veut ainsi. Que sa volonté soit faite. Je suis la baronne Hulot, la belle-sœur d'un maréchal de France. Je n'ai pas commis la moindre faute. Mes 2 enfants sont établis. Je puis attendre la mort, enveloppée dans les voiles immaculés de ma pureté d'épouse, dans le crêpe de mon bonheur évanoui. » Le portrait de Hulot, peint par Robert Lefebvre en 1810, dans l'uniforme de commissaire ordonnateur de la garde impériale, s'étalait au-dessus de la travailleuse, où, à l'annonce d'une visite, Adeline serrait une imitation de Jésus-Christ, sa lecture habituelle. Cette Madeleine irréprochable écoutait aussi la voix de l'Esprit Saint dans son désert. « Mariette, ma fille, » dit Lisbeth à la cuisinière qui vint lui ouvrir la porte. « Comment va ma bonne Adeline ?»« Oh, bien, en apparence, mademoiselle. Mais entre nous, si elle persiste dans ses idées, elle se tuera, » dit Mariette à l'oreille de Lisbeth. « Vraiment, vous devriez l'engager à vivre mieux. D'hier, madame m'a dit de lui donner le matin pour 2 sous de lait et un petit pain d'1 sou. De lui servir à dîner soit un hareng, soit un peu de veau froid, en faisant cuire 1 livre pour la semaine. Bien entendu, lorsqu'elle dînera seule, ici. Elle veut ne dépenser que 10 sous par jour pour sa nourriture. Cela n'est pas raisonnable. Si je parlais de ce beau projet à monsieur le maréchal, il pourrait se brouiller avec monsieur le baron et le déshériter. Au lieu que vous, qui êtes si bonne et si fine, vous saurez arranger les choses. »« Eh bien, pourquoi ne vous adressez-vous pas à mon cousin ?» dit Lisbeth. « Ah, ma chère demoiselle, il y a bien environ 20 à 25 jours qu'il n'est venu. Enfin, tout le temps que nous sommes restés sans vous voir. D'ailleurs, madame m'a défendu, sous peine de renvoi, de jamais demander de l'argent à monsieur. Mais quant à de la peine... Ah, la pauvre madame en a eu. C'est la première fois que monsieur l'oublie si longtemps. Chaque fois qu'on sonnait, elle s'élançait à la fenêtre. Mais depuis 5 jours, elle ne quitte plus son fauteuil. Elle lit. Chaque fois qu'elle va chez madame la comtesse, elle me dit « Mariette », qu'elle dit. « Si monsieur vient, dites que je suis dans la maison et envoyez-moi le portier. Il aura sa course bien payée. » « Pauvre cousine, » dit Bette, « cela me fend le cœur. Je parle d'elle à mon cousin tous les jours. Que voulez-vous ? Il dit « Tu as raison, Bette, je suis un misérable. Ma femme est un ange et je suis un monstre. J'irai demain. » Et il reste chez madame Marneffe. Cette femme le ruine et il l'adore. Il ne vit que près d'elle. Moi, je fais ce que je peux.
Si je n'étais pas là, si je n'avais pas avec moi Mathurine, le baron aurait dépensé le double. Et comme il n'a presque plus rien, il se serait déjà peut-être brûlé la cervelle. Eh bien, Mariette, voyez-vous, Adeline mourrait de la mort de son mari, j'en suis sûre. Au moins, je tâche de nouer là les deux bouts, et d'empêcher que mon cousin ne mange trop d'argent. Ah, c'est ce que dit la pauvre madame. Elle connaît bien ses obligations envers vous, répondit Mariette. Elle disait vous avoir pendant longtemps mal jugé. Ah, fit Lisbeth. Elle ne vous a pas dit autre chose? Non, mademoiselle. Si vous voulez lui faire plaisir, parlez-lui de monsieur. Elle vous trouve heureuse de le voir tous les jours. Est-elle seule? Faites excuse, le maréchal y est. Oh, il vient tous les jours, et elle lui dit toujours qu'elle a vu monsieur le matin, qu'il rentre la nuit fort tard. Et y a-t-il un bon dîner, aujourd'hui? Demanda Bette. Mariette hésitait à répondre. Elle soutenait mal le regard de la Lorraine, quand la porte du salon s'ouvrit, et le maréchal Hulot sortit si précipitamment qu'il salua Bette sans la regarder, et laissa tomber des papiers. Bette ramassa ses papiers et courut dans l'escalier, car il était inutile de crier après un sourd. Mais elle s'y prit de manière à ne pas pouvoir rejoindre le maréchal. Elle revint et lut furtivement ce qui suit écrit au crayon. « Mon cher frère, mon mari m'a donné l'argent de la dépense pour le trimestre, mais ma fille Hortense en a eu si grand besoin que je lui ai prêté la somme entière, qui suffisait à peine à sortir d'embarras. Pouvez-vous me prêter quelques 100 francs, car je ne veux pas redemander de l'argent à Hector. Un reproche de lui me ferait trop de peine. » Ah, pensa Lisbeth, pour qu'elle ait fait plier à ce point son orgueil, dans quelle extrémité se trouve-t-elle donc? Lisbeth entra, surprit Adeline en pleurs, et lui sauta au cou. « Adeline, ma chère enfant, je sais tout, dit la cousine Bette. Tiens, le maréchal a laissé tomber ce papier, tant il était troublé, car il courait comme un lévrier. Cet affreux Hector ne t'a pas donné d'argent depuis. »« Il m'en donne fort exactement, répondit la baronne. Mais Hortense en a eu besoin et... Et tu n'avais pas de quoi nous donner à dîner, dit Bette en interrompant sa cousine. Maintenant je comprends l'air embarrassé de Mariette à qui je parlais de la soupe. Tu fais l'enfant, Adeline. Tiens, laisse-moi te donner mes économies. Merci, ma bonne Bette, répondit Adeline en essuyant une larme. Cette petite gêne n'est que momentanée, et j'ai pourvu à l'avenir. Mes dépenses seront désormais de 2400 francs par an, y compris le loyer, et je les aurai. Surtout, Bette, pas un mot à Hector. Va-t-il bien? Oh, comme le Pont-Neuf, il est gai comme un pinson. Il ne pense qu'à sa sorcière de Valérie. Madame Hulot regardait un grand pain argenté qui se trouvait dans le champ de sa fenêtre, et Lisbeth ne put rien lire de ce que pouvaient exprimer les yeux de sa cousine. « Lui as-tu dit que c'était le jour où nous dînions tous ici ?»« Oui, mais Madame Marneffe donne un grand dîner. Elle espère traiter de la démission de Monsieur Coquet, et cela passe avant tout. Tiens, Adeline, écoute-moi. Tu connais mon caractère féroce à l'endroit de l'indépendance. Ton mari, ma chère, te ruinera certainement. J'ai cru pouvoir vous être utile à tous chez cette femme, mais c'est une créature d'une dépravation sans bornes. Elle obtiendra de ton mari des choses à le mettre dans le cas de vous déshonorer tous. » Adeline fit le mouvement d'une personne qui reçoit un coup de poignard dans le cœur. « Mais, ma chère Adeline, j'en suis sûre. Il faut bien que j'essaie de t'éclairer. Eh bien, songeons à l'avenir. Le maréchal est vieux, mais il ira loin. Il a un beau traitement. Sa veuve, s'il mourait, aurait une pension de 6 000 francs. Avec cette somme, moi, je me chargerais de vous faire vivre tous. Use de ton influence sur le bonhomme pour nous marier. Ce n'est pas pour être madame la maréchale, je me soucie de ses sornettes comme de la conscience de madame Marneffe. Mais vous aurez tous du pain. Je vois qu'Hortense en manque, puisque tu lui donnes le tien. » Le maréchal se montra. Le vieux soldat avait fait si rapidement la course qu'il s'essuyait le front avec son foulard. « J'ai remis 2000 francs à Mariette, dit-il à l'oreille de sa belle-sœur. Adeline rougit
jusque dans la racine de ses cheveux. 2 larmes bordèrent ses cils encore longs, et elle pressa silencieusement la main du vieillard, dont la physionomie exprimait le bonheur d'un amant heureux. « Je voulais, Adeline, vous faire avec cette somme un cadeau, dit-il en continuant, au lieu de me la rendre. Vous choisirez vous-même ce qui vous plaira le mieux. » Il vint prendre la main que lui tendit Lisbeth, et il la baisa, tant il était distrait par son plaisir. « Cela promet, dit Adeline à Lisbeth en souriant autant qu'elle pouvait sourire. En ce moment, Hulot, jeune, et sa femme arrivèrent. « Mon frère dîne avec nous ?» demanda le maréchal d'un ton bref. Adeline prit un crayon et mit sur un petit carré de papier ces mots. « Je l'attends. Il m'a promis ce matin de dîner ici. Mais s'il ne venait pas, le maréchal l'aurait retenu, car il est accablé d'affaires. » Et elle présenta le papier. Elle avait inventé ce mode de conversation pour le maréchal, et une provision de petits carrés de papier était placée avec un crayon sur sa travailleuse. « Je sais, répondit le maréchal, qu'il est accablé de travail à cause de l'Algérie. » Hortense et Wenceslas entrèrent en ce moment, et en voyant sa famille autour d'elle, la baronne reporta sur le maréchal un regard dont la signification ne fut comprise que par Lisbeth. Le bonheur avait considérablement embelli l'artiste adoré par sa femme et cajolé par le monde. Sa figure était devenue presque pleine, sa taille élégante faisait ressortir les avantages que le sang donne à tous les vrais gentilshommes. Sa gloire prématurée, son importance, les éloges trompeurs que le monde jette aux artistes, comme on se dit bonjour ou comme on parle du temps, lui donnaient cette conscience de sa valeur qui dégénère en fatuité quand le talent s'en va. La croix de la Légion d'honneur complétait à ses propres yeux le grand homme qu'il croyait être. Après 3 ans de mariage, Hortense était avec son mari comme un chien avec son maître. Elle répondait à tous ses mouvements par un regard qui ressemblait à une interrogation. Elle tenait toujours les yeux sur lui, comme un avare sur son trésor. Elle attendrissait par son abnégation admiratrice. On reconnaissait en elle le génie et les conseils de sa mère. Sa beauté, toujours la même, était alors altérée, poétiquement d'ailleurs, par les ombres douces d'une mélancolie cachée. En voyant entrer sa cousine, Lisbeth pensa que la plainte, contenue pendant longtemps, allait rompre la faible enveloppe de la discrétion. Lisbeth, dès les premiers jours de la lune de miel, avait jugé que le jeune ménage avait de trop petits revenus pour une si grande passion. Hortense, en embrassant sa mère, échangea de bouche à oreille et de cœur à cœur quelques phrases dont le secret fut trahi, pour bête, par leur hochement de tête. « Adeline va, comme moi, travailler pour vivre, » pensa la cousine bête. « Je veux qu'elle me mette au courant de ce qu'elle fera. Ses jolis doigts sauront donc enfin, comme les miens, ce que c'est que le travail forcé. » À 6 heures, la famille passa dans la salle à manger. Le couvert d'Hector était mis. « Laissez-le, » dit la baronne à Mariette. « Monsieur vient quelquefois tard. »« Oh, mon père viendra, » dit Hulot fils à sa mère. « Il me l'a promis à la chambre en nous quittant. » Lisbeth, de même qu'une araignée au centre de sa toile, observait toutes les physionomies. Après avoir vu naître Hortense et Victorin, leurs figures étaient pour elle comme des glaces à travers lesquelles elle lisait dans ses jeunes âmes. Or, à certains regards jetés à la dérobée par Victorin sur sa mère, elle reconnut quelque malheur près de fondre sur Adeline, et que Victorin hésitait à révéler. Le jeune et célèbre avocat était triste en dedans. Sa profonde vénération pour sa mère éclatait dans la douleur avec laquelle il la contemplait. Hortense, elle, était évidemment occupée de ses propres chagrins, et, depuis 15 jours, Lisbeth savait qu'elle éprouvait les premières inquiétudes que le manque d'argent cause aux gens probes, aux jeunes femmes à qui la vie a toujours souri et qui déguisent leurs angoisses. Aussi, dès le premier moment, la cousine bête devina-t-elle que la mère n'avait rien donné à sa fille.
La délicate Adeline était donc descendue aux fallacieuses paroles que le besoin suggère aux emprunteurs. La préoccupation d'Hortense, celle de son frère, la profonde mélancolie de la baronne rendirent le dîner triste, surtout si l'on se représente le froid que jetait déjà la surdité du vieux maréchal. 3 personnes animaient la scène, Lisbeth, Célestine et Wenceslas. L'amour d'Hortense avait développé chez l'artiste l'animation polonaise, cette vivacité d'esprit gascon, cette aimable turbulence qui distingue ces Français du Nord. Sa situation d'esprit, sa physionomie, disaient assez qu'il croyait en lui-même et que la pauvre Hortense, fidèle aux conseils de sa mère, lui cachait tous les tourments domestiques. « Tu dois être bien heureuse, » dit Lisbeth à sa petite cousine en sortant de table. « Ta maman t'a tiré d'affaire en te donnant son argent. »« Maman ?» répondit Hortense étonnée. « Oh, pauvre maman, moi qui pour elle voudrais en faire de l'argent. Tu ne sais pas, Lisbeth. Eh bien, j'ai le soupçon affreux qu'elle travaille en secret. » On traversait alors le grand salon obscur, sans flambeau, en suivant Mariette qui portait la lampe de la salle à manger dans la chambre à coucher d'Adeline. En ce moment, Victorin toucha le bras de Lisbeth et d'Hortense. Toutes deux, comprenant la signification de ce geste, laissèrent Wenceslas, Célestine, le maréchal et la baronne aller dans la chambre à coucher et restèrent groupés à l'embrasure d'une fenêtre. « Qu'y a-t-il, Victorin ?» dit Lisbeth. « Je parie que c'est quelque désastre causé par ton père. »« Hélas, oui, » répondit Victorin. « Un usurier, nommé Vauvinet, a pour 60 000 francs de lettres de change de mon père, et veut le poursuivre. J'ai voulu parler de cette déplorable affaire à mon père à la chambre. Il n'a pas voulu me comprendre. Il m'a presque évité. Faut-il prévenir notre mère ? » « Non, non, » dit Lisbeth, « elle a trop de chagrin. Tu lui donnerais le coup de la mort. Il faut la ménager. Vous ne savez pas où elle en est. Sans votre oncle, vous n'eussiez pas trouvé de dîner ici aujourd'hui. »« Oh, mon Dieu, Victorin, nous sommes des monstres, » dit Hortense à son frère. « Lisbeth nous apprend ce que nous aurions dû deviner. Mon dîner m'étouffe. » Hortense n'acheva pas. Elle mit son mouchoir sur sa bouche pour prévenir l'éclat d'un sanglot. Elle pleurait. « J'ai dit à ce Vauvinet de venir me voir demain, » reprit Victorin en continuant. « Mais se contentera-t-il de ma garantie hypothécaire ? Je ne le crois pas. Ces gens-là veulent de l'argent comptant pour en faire suer des escomptes usuraires. »« Vendons notre rente, » dit Lisbeth à Hortense. « Qu'est-ce que ce serait ? 15 ou 16 000 francs, » répliqua Victorin. « Il en faut 60. »« Chère cousine, » s'écria Hortense en embrassant Lisbeth avec l'enthousiasme d'un cœur pur. « Non, Lisbeth, gardez votre petite fortune, » dit Victorin après avoir serré la main de la Lorraine. « Je verrai demain ce que cet homme a dans son sac. Si ma femme y consent, je saurai empêcher. Retarder les poursuites, car voir attaquer la considération de mon père, ce serait affreux. Que dirait le ministre de la guerre ? Les appointements de mon père, engagés depuis 3 ans, ne seront libres qu'au mois de décembre. On ne peut donc pas les offrir en garantie. Ce Vauvinet a renouvelé 11 fois les lettres de change. Ainsi, jugez des sommes que mon père a payées en intérêts. Il faut fermer ce gouffre. » « Si madame Marneffe pouvait le quitter, » dit Hortense avec amertume. « Ah, Dieu nous en préserve, » dit Victorin. « Mon père irait peut-être ailleurs, et là, les frais les plus dispendieux sont déjà faits. » Quel changement chez ces enfants naguère si respectueux et que la mère avait maintenus si longtemps dans une adoration absolue de leur père. Il l'avait déjà jugé. « Sans moi, » reprit Lisbeth, « votre père serait encore plus ruiné qu'il ne l'est. »« Rentrons, » dit Hortense. « Maman est fine, et elle se douterait de quelque chose. Et, comme dit notre bonne Lisbeth, cachons-lui tout. Soyons gais. »« Victorin, vous ne savez pas où vous conduira votre père avec son goût pour les femmes, » dit Lisbeth. «
pensez à vous assurer des revenus en me mariant avec le maréchal. Vous devriez lui en parler tous ce soir. Je partirai de bonne heure exprès. » Victorin entra dans la chambre. « Eh bien, ma pauvre petite, » dit Lisbeth tout bas à sa petite cousine. « Et toi, comment feras-tu ?»« Viens dîner avec nous demain, nous causerons, » répondit Hortense. « Je ne sais où donner de la tête. Toi, tu te connais aux difficultés de la vie, tu me conseilleras. » Pendant que toute la famille réunie essayait de prêcher le mariage au maréchal et que Lisbeth revenait rue Vaneau, il y arrivait un de ces événements qui stimulent chez les femmes comme Madame Marneffe l'énergie du vice en les obligeant à déployer toutes les ressources de la perversité. Reconnaissons au moins ce fait constant. À Paris, la vie est trop occupée pour que les gens vicieux fassent le mal par instinct. Ils se défendent, à l'aide du vice, contre les agressions. Voilà tout. Madame Marneffe, dont le salon était rempli de ses fidèles, avait mis les parties de whist en train, lorsque le valet de chambre, un militaire retraité, racolé par le baron, annonça « Monsieur le baron Montès de Montéjanos ». Valérie reçut au cœur une violente commotion, mais elle s'élança vivement vers la porte en criant « Mon cousin !» Et, arrivée au Brésilien, elle lui glissa dans l'oreille ce mot « Sois mon parent, ou tout est fini entre nous. » « Eh bien, reprit-elle à haute voix en amenant le Brésilien à la cheminée, « Henri, tu n'as donc pas fait naufrage? Comme on me l'a dit, je t'ai pleuré 3 ans. »« Bonjour, mon ami, » dit monsieur Marneffe, en tendant la main au Brésilien dont la tenue était celle d'un vrai Brésilien millionnaire. Monsieur le baron Henri Montès de Montéjanos, doué par le climat équatorial du physique et de la couleur que nous prêtons tous à l'Othello du théâtre, effrayait par un air sombre, effet purement plastique, car son caractère, plein de douceur et de tendresse, le prédestinait à l'exploitation que les faibles femmes pratiquent sur les hommes forts. Le dédain qu'exprimait sa figure, la puissance musculaire dont témoignait sa taille bien prise, toutes ses forces ne se déployaient qu'envers les hommes, flatterie adressée aux femmes, et qu'elles savourent avec tant d'ivresse que les gens qui donnent le bras à leur maîtresse ont tous des airs de matamore tout à fait réjouissants. Superbement dessiné par un habit bleu à boutons en or massif, par son pantalon noir, chaussé de bottes fines, d'un vernis irréprochable, ganté selon l'ordonnance, le baron n'avait de brésilien qu'un gros diamant d'environ 100 000 francs qui brillait comme une étoile sur une somptueuse cravate de soie bleue, encadrée par un gilet blanc entr'ouvert de manière à laisser voir une chemise de toile d'une finesse fabuleuse. Le front busqué comme celui d'un satyre, signe d'entêtement dans la passion, était surmonté d'une chevelure de jais, touffue comme une forêt vierge, sous laquelle scintillaient 2 yeux clairs, fauves, à faire croire que la mère du baron avait eu peur, étant grosse de lui, de quelque jaguar. Ce magnifique exemplaire de la race portugaise au Brésil se campa le dos à la cheminée dans une pose qui décelait des habitudes parisiennes. Et, le chapeau d'une main, le bras appuyé sur le velours de la tablette, il se pencha vers madame Marneffe pour causer à voix basse avec elle, en se souciant fort peu des affreux bourgeois qui, dans son idée, encombraient mal à propos le salon. Cette entrée en scène, cette pose et l'air du Brésilien déterminèrent 2 mouvements de curiosité mêlés d'angoisse, identiquement pareils chez Crevel et chez le baron. Ce fut chez tous 2 la même expression, le même pressentiment. Aussi, la manœuvre inspirée à ces 2 passions réelles devint-elle si comique par la simultanéité de cette gymnastique qu'elle fit sourire les gens d'assez d'esprit pour y voir une révélation. Crevel, toujours bourgeois et boutiquier en diable, quoique maire de Paris, resta malheureusement en position plus longtemps que son collaborateur, et le baron put saisir au passage la révélation involontaire de Crevel. Ce fut un trait de plus dans le cœur du vieillard, amoureux, qui résolut d'avoir une explication avec Valérie.
Ce soir, se dit également Crevel en arrangeant ses cartes, il faut en finir. Vous avez du cœur, lui cria Marneffe, et vous venez d'y renoncer. Ah, pardon, répondit Crevel en voulant reprendre sa carte. Ce baron-là me semble de trop, continuait-il en se parlant à lui-même. Que Valérie vive avec mon baron à moi, c'est ma vengeance, et je sais le moyen de m'en débarrasser. Mais ce cousin-là, c'est un baron de trop. Je ne veux pas être jobardé. Je veux savoir de quelle manière il est son parent. Ce soir-là, par un de ces bonheurs qui n'arrivent qu'aux jolies femmes, Valérie était délicieusement mise. Sa blanche poitrine étincelait, serrée dans une guipure dont les tons roux faisaient valoir le satin mat de ses belles épaules. Des Parisiennes qui savent, par quel procédé on l'ignore, avoir de belles chairs et rester sveltes. Vêtue d'une robe de velours noir qui semblait à chaque instant près de quitter ses épaules, elle était coiffée en dentelle mêlée à des fleurs à grappes. Ses bras, à la fois mignons et potelés, sortaient de manches à sabots fourrés de dentelle. Elle ressemblait à ces beaux fruits coquettement arrangés dans une belle assiette et qui donnent des démangeaisons à l'acier du couteau. « Valérie, disait le Brésilien à l'oreille de la jeune femme, je te reviens fidèle. Mon oncle est mort, et je suis 2 fois plus riche que je ne l'étais à mon départ. Je veux vivre et mourir à Paris, près de toi, et pour toi. » « Plus bas, Henri, de grâce. »« Ah bah, tu sais, je jetais tout ce monde par la croisée. Je veux te parler ce soir, surtout après avoir passé 2 jours à te chercher. Je resterai le dernier, n'est-ce pas ?» Valérie sourit à son prétendu cousin et lui dit « Songez que vous devez être le fils d'une sœur de ma mère qui, pendant la campagne de Junot au Portugal, aurait épousé votre père. » Moi, Montès de Montejanos, arrière-petit-fils d'un des conquérants du Brésil, mentir ? Plus bas, où nous ne nous reverrons jamais. Et pourquoi ? Marneffe a pris, comme les mourants qui chaussent tous un dernier désir, une passion pour moi. Ce laquais, dit le Brésilien qui connaissait son Marneffe. Je le payerai. Quelle violence ! Ah ça, d'où te vient ce luxe ? Dit le Brésilien qui finit par apercevoir les somptuosités du salon. Elle se mit à rire. « Quel mauvais ton !»« Henri, dit-elle. Elle venait de recevoir 2 regards enflammés de jalousie qui l'avaient atteinte au point de l'obliger à regarder les 2 âmes en peine. Crevel, qui jouait contre le baron et M. Coquet, avait pour partenaire M. Marneffe. La partie fut égale à cause des distractions respectives de Crevel et du baron, qui accumulèrent faute sur faute. Ces 2 vieillards amoureux avouèrent, en un moment, la passion que Valérie avait réussi à leur faire cacher depuis 3 ans. Mais elle n'avait pas su non plus éteindre dans ses yeux le bonheur de revoir l'homme qui, le premier, lui avait fait battre le cœur, l'objet de son premier amour. Les droits de ces heureux mortels vivent autant que la femme sur laquelle ils les ont pris. Entre ces 3 passions absolues, l'une appuyée sur l'insolence de l'argent, l'autre sur le droit de possession, la dernière sur la jeunesse, la force, la fortune et la primauté, Madame Marneffe resta calme et l'esprit libre, comme le fut le général Bonaparte, lorsqu'au siège de Mantoue, il eut à répondre à 2 armées en voulant continuer le blocus de la place. La jalousie, en jouant dans la figure de Hulot, le rendit aussi terrible que fut le maréchal Montcornet partant pour une charge de cavalerie sur un carré russe. En sa qualité de bel homme, le conseiller d'État n'avait jamais connu la jalousie, de même que Murat ignorait le sentiment de la peur. Il s'était toujours cru certain du triomphe. Son échec auprès de Josépha, le premier de sa vie, il l'attribuait à la soif de l'argent. Il se disait vaincu par 1 million, et non par un avorton, en parlant du duc d'Hérouville. Les philtres et les vertiges que verse à torrent ce sentiment fou venaient de couler dans son cœur en un instant. Il se retournait de sa table de whist vers la cheminée par des mouvements à la Mirabeau, et quand il laissait ses cartes pour embrasser par un regard provocateur le Brésilien et Valérie, les habitués du salon
éprouvait cette crainte mêlée de curiosité qu'inspire une violence menaçant d'éclater de moment en moment. Le faux cousin regardait le conseiller d'État comme il eût examiné quelque grosse potiche chinoise. Cette situation ne pouvait durer, sans aboutir à un éclat affreux. Marneffe craignait le baron Hulot, autant que Crevel redoutait Marneffe, car il ne se souciait pas de mourir sous chef. Les moribonds croient à la vie, comme les forçats à la liberté. Cet homme voulait être chef de bureau à tout prix. Justement effrayé de la pantomime de Crevel et du conseiller d'État, il se leva, dit un mot à l'oreille de sa femme, et, au grand étonnement de l'assemblée, Valérie passa dans sa chambre à coucher avec le Brésilien et son mari. « Madame Marneffe, vous a-t-elle jamais parlé de ce cousin-là » demanda Crevel au baron Hulot. « Jamais, » répondit le baron en se levant. « Assez pour ce soir, » ajouta-t-il. « Je perds 2 louis, les voici. » Il jeta 2 pièces d'or sur la table et alla s'asseoir sur le divan d'un air que tout le monde interpréta comme un avis de s'en aller. Monsieur et madame Coquet, après avoir échangé 2 mots, quittèrent le salon, et Claude Vignon, au désespoir, les imita. Ces 2 sorties entraînèrent les personnes inintelligentes qui se virent de trop. Le baron et Crevel restèrent seuls, sans se dire un mot. Hulot, qui finit par ne plus apercevoir Crevel, alla sur la pointe du pied écouter à la porte de la chambre, et il fit un bond prodigieux en arrière, car M. Marneffe ouvrit la porte, se montra le front serein et parut étonné de ne trouver que 2 personnes. « Et le thé » dit-il. « Où donc est Valérie » répondit le baron furieux. « Ma femme » réplique Marneffe. « Mais elle est montée chez mademoiselle votre cousine, elle va revenir. »« Et pourquoi nous a-t-elle plantés là ? Pour cette stupide chèvre. »« Mais, dit Marneffe, mademoiselle Lisbeth est arrivée de chez madame la baronne, votre femme, avec une espèce d'indigestion, et Mathurine a demandé du thé à Valérie, qui vient d'aller voir ce qu'a mademoiselle votre cousine. »« Et le cousin ? » ?»« Il est parti. »« Vous croyez cela ? » dit le baron. « Je l'ai mis en voiture, » répondit Marneffe avec un affreux sourire. Le roulement d'une voiture se fit entendre dans la rue Vaneau. Le baron, comptant Marneffe pour 0, sortit et monta chez Lisbeth. Il lui passait dans la cervelle une de ces idées qui envoient le cœur quand il est incendié par la jalousie. La bassesse de Marneffe lui était si connue qu'il supposa d'ignobles connivences entre la femme et le mari. « Que sont donc devenus ces messieurs et ces dames ?» demanda Marneffe en se voyant seul avec Crevel. « Quand le soleil se couche, la basse-cour en fait autant, » répondit Crevel. « Madame Marneffe a disparu. Ses adorateurs sont partis. »« Je vous propose un piquet, » ajouta Crevel, qui voulait rester. Lui aussi, il croyait le Brésilien dans la maison. M. Marneffe accepta. Le maire était aussi fin que le baron. Il pouvait demeurer au logis indéfiniment en jouant avec le mari qui, depuis la suppression des jeux publics, se contentait du jeu rétréci, mesquin, du monde. Le baron Hulot monta rapidement chez sa cousine Bette, mais il trouva la porte fermée, et les demandes d'usage à travers la porte employèrent assez de temps pour permettre à des femmes alertes et rusées de disposer le spectacle d'une indigestion gorgée de thé. Lisbeth souffrait tant qu'elle inspirait les craintes les plus vives à Valérie. Aussi, Valérie fit-elle à peine attention à la rageuse entrée du baron. La maladie est un des paravents que les femmes mettent le plus souvent entre elles et l'orage d'une querelle. Hulot regarda partout à la dérobée, et il n'aperçut dans la chambre à coucher de la cousine Bette aucun endroit propre à cacher un Brésilien. « Ton indigestion, Bette, fait honneur au dîner de ma femme, dit-il en examinant la vieille fille qui se portait à merveille et qui tâchait d'imiter le râle des convulsions d'estomac en buvant du thé. « Voyez, comme il est heureux que notre chère Bette soit logée dans ma maison. Sans moi, la pauvre fille expirait, » dit madame Marneffe. « Vous avez l'air de me croire au mieux, » reprit Lisbeth en s'adressant au baron. « Et ce serait une infamie. »« Pourquoi ?» demanda le baron. « Vous savez donc la raison de ma visite ?» Et il guigna la porte d'un cabinet de toilette
d'où la clé était retirée. « Parlez-vous grec ?» répondit madame Marneffe avec une expression déchirante de tendresse et de fidélité méconnue. « Mais c'est pour vous, mon cher cousin. Oui, c'est par votre faute que je suis dans l'état où vous me voyez, dit Lisbeth avec énergie. Ce cri détourna l'attention du baron qui regarda la vieille fille dans un étonnement profond. « Vous savez si je vous aime, reprit Lisbeth. Je suis ici, c'est tout dire. J'y use les dernières forces de ma vie à veiller à vos intérêts en veillant à ceux de notre chère Valérie. Sa maison lui coûte 10 fois moins cher qu'une autre maison qu'on voudrait tenir comme la sienne. Sans moi, mon cousin, au lieu de 2000 francs par mois, vous seriez forcé d'en donner 3 ou 4 000. Je sais tout cela, répondit le baron impatienté. Vous nous protégez de bien des manières, ajouta-t-il en revenant auprès de madame Marneffe et la prenant par le cou. N'est-ce pas, ma chère petite belle? Ma parole, dit Valérie, je vous crois fou. Eh bien, vous ne doutez pas de mon attachement, reprit Lisbeth. Mais j'aime aussi ma cousine Adeline, et je l'ai trouvée en larmes. Elle ne vous a pas vu depuis 1 mois. Non, cela n'est pas permis. Vous laissez ma pauvre Adeline sans argent. Votre fille Hortense a failli mourir en apprenant que c'est grâce à votre frère que nous avons pu dîner. Il n'y avait pas de pain chez vous aujourd'hui. Adeline a pris la résolution héroïque de se suffire à elle-même. Elle m'a dit « Je ferai comme toi ». Ce mot m'a si fort serré le cœur après le dîner qu'en pensant à ce que ma cousine était en 1811 et ce qu'elle est en 1841, 30 ans après, j'ai eu ma digestion arrêtée. J'ai voulu vaincre le mal, mais arrivé ici, j'ai cru mourir. « Vous voyez, Valérie, dit le baron, jusqu'où me mène mon adoration pour vous, à commettre des crimes domestiques. »« Oh, j'ai eu raison de rester fille, » s'écria Lisbeth avec une joie sauvage. « Vous êtes un bon et excellent homme, Adeline est un ange, et voilà la récompense d'un dévouement aveugle. »« Un vieil ange, » dit doucement madame Marneffe en jetant un regard moitié tendre, moitié rieur à son Hector, qui la contemplait comme un juge d'instruction examine un prévenu. « Pauvre femme, » dit le baron, « voilà plus de 9 mois que je ne lui ai remis d'argent. Et j'en trouve pour vous, Valérie, et à quel prix? Vous ne serez jamais aimée ainsi par personne, et quel chagrin vous me donnez en retour. »« Des chagrins, reprit-elle, qu'appelez-vous donc le bonheur? » « Je ne sais pas encore quelles ont été vos relations avec ce prétendu cousin, de qui vous ne m'avez jamais parlé, reprit le baron sans faire attention aux mots jetés par Valérie. Mais quand il est entré, j'ai reçu comme un coup de canif dans le cœur. Quelque aveuglé que je sois, je ne suis pas aveugle. J'ai lu dans vos yeux et dans les siens. Enfin, il s'échappait par les paupières de ce singe des étincelles qui rejaillissaient sur vous, dont le regard... Oh, vous ne m'avez jamais regardé ainsi, jamais. Quant à ce mystère, Valérie, il se dévoilera. Vous êtes la seule femme qui m'ayez fait connaître le sentiment de la jalousie. Ainsi, ne vous étonnez pas de ce que je vous dis. Mais un autre mystère qui a crevé son nuage et qui me semble une infamie... « Allez, allez, dit Valérie. C'est que Crevel, ce cube de chair et de bêtise, vous aime, et que vous accueillez ses galanteries assez bien pour que ce niais ait laissé voir sa passion à tout le monde. »« Et de 3. Vous n'en apercevez pas d'autres ?» demanda madame Marneffe. « Peut-être y en a-t-il, » dit le baron. « Que monsieur Crevel m'aime. Il est dans son droit d'homme. Que je sois favorable à sa passion, ce serait le fait d'une coquette ou d'une femme à qui vous laisseriez beaucoup de choses à désirer. Eh bien, aimez-moi avec mes défauts. Ou laissez-moi. Si vous me rendez ma liberté, ni vous, ni monsieur Crevel, vous ne reviendrez ici. Je prendrai mon cousin pour ne pas perdre les charmantes habitudes que vous me supposez. Adieu, monsieur le baron Hulot. » Et elle se leva. Mais le conseiller d'État la saisit par le bras et la fit asseoir. Le vieillard ne pouvait plus remplacer Valérie. Elle était devenue un besoin plus impérieux pour lui que les nécessités de la vie,
et il aima mieux rester dans l'incertitude que d'acquérir la plus légère preuve de l'infidélité de Valérie. « Ma chère Valérie, dit-il, ne vois-tu pas ce que je souffre ? Je ne te demande que de te justifier. Donne-moi de bonnes raisons. » « Eh bien, allez m'attendre en bas, car vous ne voulez pas assister, je crois, aux différentes cérémonies que nécessite l'état de votre cousine. » Hulot se retira lentement. « Vieux libertin !» s'écria la cousine bête. « Vous ne me demandez donc pas des nouvelles de vos enfants ? Que ferez-vous pour Adeline ? Moi, d'abord, je lui porte demain mes économies. »« On doit au moins le pain de froment à sa femme, » dit en souriant madame Marneffe. Le baron, sans s'offenser du ton de Lisbeth, qui le régentait aussi durement que Josépha, s'en alla comme un homme enchanté d'éviter une question importune. Une fois le verrou mis, le Brésilien quitta le cabinet de toilette où il attendait, et il parut les yeux pleins de larmes, dans un état à faire pitié. Montès avait évidemment tout entendu. « Tu ne m'aimes plus, Henri. Je le vois, » dit madame Marneffe, en se cachant le front dans son mouchoir et fondant en larmes. C'était le cri de l'amour vrai. La clameur du désespoir de la femme est si persuasive qu'elle arrache le pardon qui se trouve au fond du cœur de tous les amoureux. Quand la femme est jeune, jolie et décolletée à sortir par le haut de sa robe en costume d'Ève. « Mais pourquoi ne quittez-vous pas tout pour moi si vous m'aimez ?» demanda le Brésilien. Ce naturel de l'Amérique, logique comme le sont tous les hommes nés dans la nature, reprit aussitôt la conversation au point où il l'avait laissée, en reprenant la taille de Valérie. « Pourquoi ?» dit-elle en relevant la tête et regardant Henri qu'elle domina par un regard chargé d'amour. « Mais mon petit chat, je suis mariée. Mais nous sommes à Paris, et non dans les savanes, dans les pampas, dans les solitudes de l'Amérique. Mon bon Henri, mon premier et mon seul amour, écoute-moi donc. Ce mari, simple sous-chef au ministère de la guerre, veut être chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Puis-je l'empêcher d'avoir de l'ambition ? Or, pour la même raison qu'il nous laissait entièrement libres, tous les deux, il y a bientôt 4 ans, t'en souviens-tu, méchant ? Aujourd'hui, Marneffe m'impose monsieur Hulot. Je ne puis me défaire de cet affreux administrateur qui souffle comme un phoque, qui a des nageoires dans les narines, qui a 63 ans, qui depuis 3 ans s'est vieilli de 10 ans à vouloir être jeune, qui m'est odieux. Que le lendemain du jour où Marneffe sera chef de bureau et officier de la Légion d'honneur... Qu'est-ce qu'il aura de plus, ton mari ? 1000 écus. Je les lui donnerai viagèrement, reprit le baron Montès. Quittons Paris et allons. Où ? dit Valérie en faisant une de ces jolies moues par lesquelles les femmes narguent les hommes dont elles sont sûres. Paris est la seule ville où nous puissions vivre heureux. Je tiens trop à ton amour pour le voir s'affaiblir en nous trouvant seuls dans un désert. Écoute, Henri, tu es le seul homme aimé de moi dans l'univers. Écris cela sur ton crâne de tigre. Les femmes persuadent toujours aux hommes de qui elles ont fait des moutons qu'ils sont des lions et qu'ils ont un caractère de fer. Maintenant, écoute-moi bien. Monsieur Marneffe n'a pas 5 ans à vivre. Il est gangrené jusque dans la moelle de ses os. Sur 12 mois de l'année, il en passe 7 à boire des drogues, des tisanes. Il vit dans la flanelle. Enfin, il est, dit le médecin, sous le coup de la faux à tout moment. La maladie la plus innocente pour un homme sain sera mortelle pour lui. Le sang est corrompu, la vie est attaquée dans son principe. Depuis 5 ans, je n'ai pas voulu qu'il m'embrassât une seule fois, car cet homme, c'est la peste. Un jour, et ce jour n'est pas éloigné, je serai veuve. Eh bien, moi, déjà demandée par un homme qui possède 60 000 francs de rente, moi qui suis maîtresse de cet homme comme de ce morceau de sucre, je te déclare que tu serais pauvre comme Hulot, lépreux comme Marneffe, et que si tu me battais, c'est toi que je veux pour mari, toi seul que j'aime, de qui je veuille porter le nom. Et je suis prête à te donner tous les gages d'amour que tu voudras. Eh bien, ce soir... Mais, enfant de Rio,
Mon beau jaguar, sorti pour moi des forêts vierges du Brésil, dit-elle en lui prenant la main et la baisant et le caressant. Respecte donc un peu la créature de qui tu veux faire ta femme. Serais-je ta femme, Henri ? Oui, dit le Brésilien, vaincu par le bavardage effréné de la passion. Et il se mit à genoux. Voyons, Henri, dit Valérie, en lui prenant les deux mains et le regardant au fond des yeux avec fixité. Tu me jures ici, en présence de Lisbeth, ma meilleure et ma seule amie, ma sœur, de me prendre pour femme au bout de mon année de veuvage ? Je le jure. Ce n'est pas assez. Jure par les cendres et le salut éternel de ta mère. Jure-le par la Vierge Marie et par tes espérances de catholique. Valérie savait que le Brésilien tiendrait ce serment, quand même elle serait tombée au fond du plus sale bourbier social. Le Brésilien, et ce serment solennel, le nez presque touchant à la blanche poitrine de Valérie et les yeux fascinés. Il était ivre, comme on est ivre en revoyant une femme aimée, après une traversée de 120 jours. « Eh bien, maintenant, sois tranquille, respecte bien dans Madame Marneffe, la future baronne de Montejanos. Ne dépense pas un liard pour moi, je te le défends. Reste ici, dans la première pièce, couché sur le petit canapé. Je viendrai moi-même t'avertir quand tu pourras quitter ton poste. Demain matin, nous déjeunerons ensemble, et tu t'en iras sur les 1 heure, comme si tu étais venu me faire une visite à midi. Ne crains rien. Les portiers m'appartiennent comme s'ils étaient mon père et ma mère. Je vais descendre chez moi servir le thé. » Elle fit un signe à Lisbeth qui l'accompagna jusque sur le palier. Là, Valérie dit à l'oreille de la vieille fille. « Ce moricaud est venu un an trop tôt, car je meurs si je ne te venge d'Hortense. »« Sois tranquille, mon cher gentil petit démon, » dit la vieille fille en l'embrassant au front. « L'amour et la vengeance, chassant de compagnie, n'auront jamais le dessous. Hortense m'attend demain. Elle est dans la misère. Pour avoir 1000 francs, Venceslas t'embrassera 1000 fois.